Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, a un arc-en-ciel de talent. Elle est comédienne, humoriste, animatrice, chroniqueuse, scripteur, conférencière et publiera un premier livre en 2014. Ce qui la rend vraiment unique, c'est qu'elle livre une bataille à finir contre les pressions et stéréotypes de notre société. En d'autres mots, elle est parfaitement imparfaite, elle en est fière et elle revendique le droit de l'être. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Guylaine Gay, merci d'être à mon émission. Ça me fait plaisir. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi pour la belle invitation. Comment t'as aimé la présentation? Est-ce que ça te ressemble? Parce que quand j'ai composé tout ça, je me disais, il me semble que c'est ça, elle, Guylaine Gay. Bien, je te félicite parce que je la trouve très complète. C'est toujours flatteur quand même d'entendre ce qu'on est, d'entendre ce qu'on fait. Moi, je suis plus dans l'être. Hein, fait Oui, que c'est ça. tout ça, je fais ça avec mon cœur. Puis je la trouve très complète. Puis c'est très émouvant de s'entendre, en tout cas. Merci. On va faire un beau voyage ensemble pendant les Je suis prête. 60 prochaines Mes minutes. valises sont prêtes. Je suis prête pour le voyage. Inspirant, tu l'es. Verbomotrice aussi. Puis, je te dirais aussi, tu as du panache. Et d'ailleurs, tu as une tête avec un certain panache. Je frise naturellement. Oui. Je sais, c'est de même. Je vais faire le tour de ta vie d'abord, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent « Ah oui, je la connais, cette fille-là », mais qui ne te connaissent pas vraiment, parce que c'est rare que tu as ce genre... Tu es des annonces d'Home Dépôt. Oui, c'est Non, ça. non, c'est Valérie Viet. Alors, tu as grandi à Montréal, toi, Oui, dans un quartier que tu dis populaire. exactement. C'est quoi, c'est Hochelaga-Maisonneuve? À vrai dire, j'ai grandi à Verdun. OK. Moi, je suis née à l'hôpital Sacré-Cœur, à Cartierville. Ensuite, on est allé habiter à Verdun. Puis moi, j'ai une grand-mère qui vient des Îles-de-la-Madeleine. Donc, pourquoi on habitait à Verdun? C'est qu'il y a le rassemblement des Madelinos. C'est vrai. Fait que moi, j'ai appris à faire des acrones morues très jeune, parce qu'on allait là, puis on allait dans des parties de Madelinos. Il y a pas, c'est ça, il n'y a pas une salle de spectacle de Madelinos Oui, aussi à Verdun? exactement. C'est Donc, j'ai grandi à Verdun, puis je dis quartier populaire parce que c'est pas un quartier riche. Non. Mais moi, j'ai adoré mon enfance. Écoute, il y avait des règlements de compte dans ma ruelle. Tu sais, pour une fille qui a de l'imagination Oui, comme moi, oui, là, c'est ça. c'est extraordinaire. Puis moi, j'adore Verdun, cela dit. J'adore Verdun. Puis après, on est allé habiter à Cartierville, donc encore sur le bord de l'eau. Fait que moi, j'ai passé ma vie sur le bord de l'eau. Je suis une fille de l'eau, mes parents aussi. Donc, on s'est promenés à Montréal. On a toujours habité en appartement. Ah oui, tout le temps? Oui, tout le Vous avez temps. pas eu la Les maison? locataires. Non, même à ce jour, je ne suis pas locataire. Je suis pas propriétaire, je suis Non, locataire. Non, je suis locataire. Par choix? Bien, à vrai dire, en ce moment, on habite dans le West Island de Montréal, à Beaconsfield. Et puis, les maisons sont tellement chères que, pour l'instant, on loue. Mais évidemment, mon rêve, ce serait d'avoir une maison. Moi, je suis très fille de Caleb. J'adore les maisons plein pied, là, avec des poutres au plafond, puis de la chaux blanche sur les murs, puis un gros four. Moi, j'aime ça convivial. Fait que c'est sûr que dans nos plans de vie, à mon chum puis à moi, c'est d'avoir une maison. Puis on aimerait ça, avoir peut-être d'autres enfants, devenir famille d'accueil, tout ça. Donc, il y a plein de projets. Tu as une sœur aînée qui a 4 ans de plus que toi. Plus jeune. Plus jeune, excuse-moi, Ouais, c'est ma vrai, cadette. c'est l'inverse. C'est ça. Je me mélange toujours entre Benjamin C'est et Cadette. correct. Puis en plus, on se ressemble beaucoup. Ah oui? On est comme des jumelles, sauf que ma sœur a les cheveux très foncés puis les yeux foncés. Puis moi, j'ai les cheveux très pâles puis les yeux pâles. Mais sinon, on se ressemble puis on parle pareil au téléphone. Elle s'appelle France. Puis des fois, quand elle appelle, j'ai l'impression que je me parle. Puis elle a le côté artistique que tu as. Absolument. Elle est artiste peintre aussi. Écoute, mais plus encore, je te dirais fois 1000, parce qu'elle, vraiment, c'est une artiste peintre, c'est une fille qui est très sensible, elle est préposée aux bénéficiaires, puis elle accompagne des gens en fin de vie. Ah, oui. Donc, c'est vraiment une fille spirituelle, une belle fille avec une bonne énergie, puis elle transpose ça dans ses toiles, puis c'est très, très beau ce qu'elle fait, donc je suis très fière d'elle. Papa, peintre en bâtiment, maman, serveuse. Exact. Qu'est-ce que tu veux de plus quand tu as un nouvel appart? Oui, Ton père vient peinturer, ta mère vient de porter une pizza. Tout est là. Parce que ma mère travaillait chez Pizza Hut, Ah, en plus? qui s'appelait la Hutte à Pizza à l'époque. Donc, elle travaillait là. Moi, j'ai dîné tous les midis de ma vie, du primaire au Pizza Hut.
Fait que le buffet, elle le connaît par cœur. Oui, c'est ça. Puis papa, peintre en bâtiment, c'était pas des métiers très riches quand même. C'était pas très payant, ces deux métiers-là. Est-ce que vous étiez sérieux ou vous aviez une vie normale et moyenne? Normal, je te dirais. Moi, je pensais qu'on était riche, à vrai dire, parce que quand ma mère arrivait de travailler, elle avait tout le temps les poches pleines de screening. C'est ça, c'était Fait que là, elle étendait son change, toutes ses pourboires, ça attend, puis j'avais l'impression qu'on était bien, bien riches. Je me suis rendu compte à une certaine époque qu'on ne l'était pas, mais chez nous, mon père, c'est un être qui est très créatif, qui est très libre. Donc, nous autres, on avait une pièce pour faire du bricolage chez nous. On faisait des boîtes à savon quand j'habitais à Verdun. Fait que tout ce qu'on n'avait pas en argent, je te dirais que toute la belle créativité que ma sœur et moi, on a, ça vient vraiment de notre nid familial, je te dirais. Ouais. Papa et maman sont toujours en vie? Ben oui, toujours ensemble, toujours en vie. André et Nicole, salut. Ben salut oui, les on potes. va les saluer certains. Ben oui. Donc, une enfance heureuse, est-ce que je comprends? Très. Moi, j'étais une enfant heureuse, j'inventais des affaires. J'étais très discrète, moi, comme enfant. Moi, je suis une personne assez discrète. On me pense exubérante. Je le suis. Tu peux l'être à tes heures. À mes heures. C'est ça. Mais je suis quelqu'un de très calme, très discipliné, très méthodique, très dans ma bulle, même, je te dirais. J'adore être chez nous. Je suis super pantouflarde. je viens de m'acheter un lazy boy. Écoute, je passerai 12 heures là-dedans. Je capote. Mais oui, très heureuse comme enfance. Puis avec... vu que je suis déménagée très souvent, j'ai pas vraiment d'amis d'enfance, moi. Des fois, il y en a qui reviennent sur Facebook me retrouver. Puis je suis comme, my God, Nadine, avec qui j'étais en deuxième année. Je suis très heureuse de les retrouver. Mais moi, j'étais très... Ça m'a rendu nomade. Puis j'adore ça, j'aime voyager, j'aime ça déménager. Donc moi, je voyage léger. Même mes biens, ce que je possède, moi, je possède pas grand-chose. Et donc, on s'attache moins aux objets qu'aux gens, dans le fond. Moi, j'aime ma famille. Oui. Tu sais, moi, on m'a déjà posé la question, si jamais tu passes au feu, je dis, moi, tant que les enfants... C'est ça. Puis mon chum, on est sortis, ça me dérange pas de... Même les photos, puis tout ça, là, j'ai tout dans ma tête, j'ai tout dans mon cœur. Moi, je l'ai déjà vécu. T'as déjà tout perdu? Non, jamais. Non, mais tu sais, comme les gens te posent ça des fois comme question, si tu devais tout perdre, tout ça. Puis moi, c'est vraiment... Puis c'est cliché, mais je suis vraiment pas attachée au matériel. Même les souvenirs, les vieilles affaires, là. Un moment donné, je fais des ménages. Moi, je fais des purges chaque année. On purge, on jette, on donne, on recycle, tout ça, etc. Puis ça me fait plaisir. Moi, j'aime donner. Des gens viennent chez nous, là. Mon père est venu chez nous l'autre fois, il aimait mon petit système de son. Il n'y en avait pas. Jean-André part avec. Je suis pas... si ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Comment t'étais à l'école? Très bonne. Bonne élève. Bonne élève. Disciplinée. Disciplinée. Moi, j'ai une mémoire incroyable. Donc, j'étudiais pas, mais je me rappelais de tout. Donc, une mémoire photographique à ce moment-là. Une mémoire photographique, une mémoire des faits, une mémoire des dates, une mémoire des visages. Donc, j'avais pas besoin d'étudier, parce que j'étais pas studieuse du tout, sauf que j'adorais l'école. Parce que quand tu viens d'un milieu défavorisé, le seul endroit où tu as de la stimulation, vraiment, c'est à l'école. C'est vrai. Puis moi, j'étais très curieuse. Dans les ventes de garage à Verdun, j'achetais toutes les encyclopédies de médecine. J'ai tout lu sur la médecine. Voyons donc, pourquoi la médecine? Je sais pas, ça me fascine. Le corps humain, j'en possède un. Je suis propriétaire d'un corps humain. J'aime ça savoir comment ça marche. Fait que maintenant, quand mes amis ont quelque chose, je suis comme « Ah ouais, la thyroïde, ben oui, ça c'est sûr, les hormones. » Fait que je connais mon corps, tu sais. Puis à très jeune âge, ça m'intéressait parce que j'en ai un. C'est pas quelque chose d'abstrait, là, j'en ai un. Donc... Parlons de ton corps. As-tu toujours eu ces rondeurs-là? Tout le temps. Et à l'école, ça se passait bien? Tu ne faisais pas chaler? Bien, j'ai eu droit à quelques moqueries, évidemment, parce que les jeunes étant ce qu'ils sont, méchants, entre guillemets. Oui. Donc, le moins juste. Oui, c'est ça, méchants, disons-le comme ça. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reçu en cadeau une espèce de bouclier anti-moquerie. J'étais très consciente qu'il y avait des moqueries à mon sujet, mais moi, j'étais tellement drôle puis tellement vite que les gens qui s'en prenaient à moi, ça prenait pas un quart de seconde que je rétorquais quelque chose d'encore plus drôle puis plus pertinent. Donc ça fait en sorte que les gens, ils cessaient moins de te... T'es planté, d'une certaine façon. Puis moi, je suis zéro agressive, je suis pas méchante du tout. C'est un principe de vie, c'est de ne jamais rire de personne, que ce soit pour son physique, etc. Je ris pas de personne. J'enseigne ça à mes enfants, c'est très important. Puis je sais que, tu sais, les enfants dans la cour d'école m'appelaient Lise Payette.
Excuse-moi, mais Lise Payette, moi, c'était mon idole. Ouais. Une féministe, Ouais. travaillant en politique, mère de famille, qui écrivait. Moi, je savais qu'il disait ça à cause de ma grosseur, mais je préférais penser que c'était à cause que j'étais intelligente, tu comprends? Et je suis devenue féministe, mère de famille et écrivain moi-même. C'est beau d'avoir viré ça de bord comme ça. Ça aurait pu complètement te détruire. Éric, je sais pas pourquoi, mais quand je te dis que j'ai reçu ça en cadeau, c'est vraiment vrai. Je sais pas pourquoi. C'est ta grand-mère qui était comme ça? Non, je sais pas. C'est peut-être un... Je sais pas d'où ça vient. J'ai toujours été un électron libre, moi. J'ai toujours été... J'étais une enfant très intelligente, très curieuse, mais jamais chiante. Tu sais, je me moquais pas ou, tu sais, je disais pas, moi, je sais ça, mais toi, tu sais pas ça. Au contraire, moi, je me rappelle une histoire au primaire. Je prenais des cours de cuisine en parascolaire, puis on a reçu une élève qui arrivait de Pologne, qui s'appelait Olga. Imagine-toi, qui mesurait 8 pieds 4. Puis je l'ai pris sous mon aile, la grande Olga, comprends-tu? Moi, j'aimais ça comme accueillir puis faire en sorte que les autres se sentent bien. Une fibre missionnaire, on va dire. Un peu, mais sans vouloir changer le monde, puis sans me dire, oh mon Dieu, il faudrait que je sauve la planète au complet. Je suis zéro Mère Teresa, sauf que j'aime que les gens que j'aime soient bien. L'impro et le théâtre, c'est arrivé quand dans ta vie? Très jeune, je te dirais secondaire 1. Dès l'entrée au secondaire, là, c'est soit que tu trouves quelque chose dans lequel tu es bon ou tu meurs. Là, j'ai l'impression que c'est ça, l'entrée au secondaire. Donc, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée de 5 années au secondaire vraiment plate. Là. Ouais. Puis j'étais très bonne. Comme je te dis, j'avais de la répartie. Puis en plus, j'ai très tôt, moi, habité mon corps. Mon corps, c'était vraiment mon outil de C'est travail. important quand on fait le métier de comédien ou d'humoriste. Absolument. Puis je me rappelle, je faisais des tournois d'impro, puis le chandail me faisait pas. C'était gênant, tu comprends? Fait que là, j'avais un chandail en avant, un chandail en arrière, puis attaché ici les manches. Écoute, non, mais il faut être faite forte, là, parce que j'aurais pu arriver sur la scène puis être complètement crapoutie par cet affront-là, de faire, voyons, faites vos chandails plus grands. Bâtard, il y a du monde de plus que 160 livres dans la vie. Mais je prenais ça à la légère. Tu as fait des études au cégep Saint-Laurent, ça c'était en lettres? Oui, en lettres. Tu voulais être quoi en allant en lettres? Rien pantoute. Je C'est savais juste pas parce qu'il fallait du que tu tout. fasses un choix à ce moment-là? J'ai trouvé ça vraiment pénible. Moi, j'ai adoré mes années au secondaire. Écoute, on a fait des tournées d'impro, j'ai fait du théâtre à chaque année. J'ai adoré mes années au secondaire. Puis pour moi, la transition au cégep a été vraiment horrible. Je me ramassais au cégep Saint-Laurent où les gens fumaient du pot dans le café. Tout ça, je n'avais jamais même touché une cigarette de ma vie. Je ne consommais pas d'alcool. J'étais vierge. Non, mais tu sais, plate, la fille, comprends-tu? Donc, j'ai trouvé ça difficile. Fait que je suis restée peut-être un mois, à vrai dire. Puis j'aimais pas lire. Tu sais, tu t'en vas en lettres, puis t'aimes pas lire. J'étais pas à bonne place. OK. Donc, c'est pour ça que tu t'es retrouvée au cégep du Vieux-Montréal en études d'art plastique. Exact. Ça, les arts plastiques, ça, c'était plus ma table. OK. Et là encore, quand tu fais ce choix-là, c'est pour devenir quoi? Je le savais pas. Là encore? Sérieusement, moi, on a eu l'orienteur au secondaire. Très gentil monsieur. Il t'avait dit quoi, Il s'appelait lui? Ross Laval, que je me rappellerai toujours. Mais il m'a dit, bien, à vrai dire, il ne nous rencontrait pas un à la fois. Ah non, OK. Non, c'était en groupe. Puis moi, je ne savais pas quoi faire parce que quand tu es bonne en impro, quand tu es bonne en théâtre, mais que tu connais personne dans ce milieu-là, mes parents n'étant pas du tout de ce milieu-là, tu sais, c'est très difficile. Là. Puis je te parle d'avant les téléréalités où ça te prenait vraiment des plugs, entre guillemets, pour faire ce métier-là. Fait que j'ai même pas pensé à faire ce métier-là. Mais sérieux, je n'étais pas alignée, mais pas pantoute. Je ne savais pas quoi faire. Je savais que j'allais faire quelque chose parce que j'étais une fille intelligente, mais à ce moment-là, je ne le savais vraiment pas. Donc, as-tu fait un bac au cégep? Non, je suis ni bachelière, ni... j'ai pas de DEC, j'ai pas de bac. J'ai une attestation d'études collégiales parce que j'ai fait l'École nationale de l'humour. Et justement, et là, tu te retrouves à l'École nationale de l'humour. Je pense qu'il y a comme un trou de 2 ans entre ton cégep et l'École nationale. Oh mon Dieu, Éric, il y a 10 ans, il y a 11 ans entre les deux. Moi, je suis rentrée au cégep à 17 ans, puis je suis rentrée à l'École nationale de l'humour à 27 ans. Donc, il y a eu 10 ans entre les deux. Ouais. Parce qu'entre les deux, moi, j'ai travaillé dans des bases de plein air. J'étais monitrice de ski, je faisais de l'animation. Parce que c'est là que ma fibre de comédienne, d'improvisatrice... De communicatrice Communicatrice, j'aime le monde, les gens m'aiment, je suis charismatique. Qu'est-ce que tu l'as pas, ça?
Donc, puis après, je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, mais je suis rentrée au bon moment. J'aurais pas pu rentrer à l'École nationale à 20 ans. Écoute, j'ai regardé ça. Cette année-là, quand tu es sorti, tu avais Martin Mac, Mike Ward. T'avais-tu Mario Jean aussi? Laurent Paquin. Laurent Paquin, c'est ça. Laurent Paquin, les Chicken Swell, Martin Périsolo, le sympathique gars dans les annonces de fromage, Julien Tremblay. On était une grosse cohorte, très, très, très... C'est une année qui oui, c'est une grosse cuvée, là. Une grosse cuvée, cette Seulement année-là. 3 filles dont tu faisais partie. Oui, exactement. Mais les autres filles n'ont pas... Non, c'est ça. font pas ce métier-là. Je sais qu'il y en a une qui est professeure, mais... C'est-tu la première fois que je t'ai vu? C'est où? Je pense que je me rappelle. Je sais qu'on s'était rencontrés, mais je me rappelle. OK, moi, je t'ai vu dans Zone Interdite. Ah, c'est là. Je sais, tu étais venu voir Cathy. Oui. Tu étais venu parler avec Cathy Gauthier. Festival Juste pour rire. Oh oui, oui. Mais je t'ai vu dans un costume. Tu avais l'air comme déshabillé alors que tu étais habillé. Absolument. J'ai fait cette fille-là complètement folle. Vraiment. C'est là j'ai fait... Il faut avoir du front quand même pour se présenter comme ça devant le monde. Puis tu sais que ce spectacle-là, Zone Interdite, on m'a appelé 10 jours avant le début parce que la fille qui était censée jouer dedans a lâché. Non. Donc, Cathy Gauthier a dit au producteur, appelle ma chum Guylaine, elle va te faire ça. Je venais d'accoucher, puis tout. Écoute, je suis en postpartum jusqu'à là. Je suis allée faire rire le monde. Ça me fait beaucoup de bien. Puis c'était un show qui était crunché, qui audacieux. était marquant quand même. Avec Mario Bélanger, Benoît Roberge, Cathy Gauthier et moi-même. Ouais. 2002, un gars, une fille. De 2002 à 2003, les incidences d'une caméra, tu étais comédienne dans les sketchs. Ben oui. C'est M. Stanquier qui m'a donné ma première chance. Tu l'as connu, Alain? Ben oui, j'ai passé l'audition, M. Stanquier était là. Spécial, ce monsieur-là. Ben écoute, nous autres, ça a été un match. Un bon coup de foudre professionnel. 2003-2004, on t'a vu dans l'île de Gildor où tu faisais du bricolage. J'étais la Martha Stewart de l'île de Gildor. Ensuite, les Bougons. J'ai cherché le nom du personnage que tu faisais. C'était Nadia. C'était l'amie. Nadia. C'était l'amie à C'était comme la petite blonde à Junior, qui est Antoine Bertrand. Et on a tourné ensemble la première scène où deux êtres corpulents sont nus et font l'amour. C'est ben trop vrai. Ben oui. En 2006, tu as été collaboratrice de 2006 à 2012 avec les Lyonnes. Ouais. En 2008, on t'a vu au match des étoiles où tu as fait un cha-cha-cha endiablé. Avec Auriel. Auriel, le beau Auriel. Et c'est aussi en 2008 que tu avais joué le sketch infâme de Nathalie Simard dans le Bye Bye 2008 qui s'est fait implanter. Qui l'eût cru que j'allais... Quand Louis m'a appelé pour me demander de jouer ce rôle-là, j'ai lu le texte que je trouvais correct parce que c'était... Il faut rappeler que c'était 3 sketchs, c'était des parodies de publicité. Donc, dans ce contexte-là, en ayant lu les autres, je dis, ben oui, c'est correct. J'ai vraiment pas vu ça arriver. T'es-tu fait ramasser pour avoir fait ce sketch-là? Pas toi, non, c'est vraiment les auteurs. Non. Puis j'ai même dit à Louis et Véro à l'époque, parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était Véro qui avait joué, puis ça les froissait. J'ai dit à Véro, dis-le donc, c'est moi. Véro l'a mentionné à la conférence de presse, juste pour que... Moi, mon métier, c'est comédienne. Donc, on te demande de jouer un rôle. On me propose quelque chose, c'est le bye-bye. J'ai trouvé ça comique, la transformation était réussie, etc. Mais vraiment, je me doutais pas, j'avais même pas vu la portée de ça, là, sans être cocotte, là, mais sérieusement, je l'avais pas vu venir, celle-là. 2008 à 2010, collaboratrice à Pour le plaisir. Oui. Ensuite, de 2009 à 2011, collaboratrice à 3600 secondes. Avec Marc. Oui. Oh, ça, c'est des tournages extraordinaires. On faisait la boutique TVA ensemble. Marc faisait Louis-José Mondou, puis moi, je faisais Mélanie. Donc, c'était un tournage extraordinaire. Ensuite, chroniqueuse famille à l'émission Les Docteurs, animatrice suppléante au Matin de Montréal à Rythme FM, puis on va en reparler un petit peu plus tard aussi à la Brigade Animaux à la SRC. C'est une très belle émission pour enfants. C'est formidable. Moi, j'adore les émissions pour enfants. J'aimerais ça que Margot fasse plein d'affaires. Margot, c'est mon personnage. Ouais. J'adore ce public-là. Puis les enfants me reconnaissent. C'est merveilleux. J'adore les enfants. J'ai travaillé en camp de vacances tellement longtemps que je connais leur langage. Donc, ça passe. Entre nous autres, ça passe. Ce bloc s'appelle Avec ou sans pulpe. C'est, comment je te dirais, c'est un moment où je demande à mes invités de s'exprimer sur des choses, soit de l'actualité ou des sujets qui les touchent. Ton premier sujet dont tu veux parler, c'est l'admiration que tu as pour les politiciens. Bien, absolument. D'ailleurs, je te félicite. Ben oui, j'ai suivi ta campagne sur Facebook, ta femme, que je salue, merveilleuse, Josée. Et puis, moi, j'en ai rencontré beaucoup quand j'étais à l'émission Les Lyonnes. J'ai même eu la chance moi-même d'interviewer la ministre de l'Éducation au sujet de l'autisme, qui est une cause
cause qui me tient à cœur parce que mes enfants sont autistes. Oui. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui vont au front, qui, à chaque jour de leur vie, vont être critiqués, de par ce qu'ils portent, de par ce qu'ils disent, de par leurs alliances, puis là, avec toute la magouille, puis tout ça, qui sont soupçonnés à tout moment. Moi, je crois à un système politique sain. Je vote. Pour moi, c'est très important. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se lancent dans cette arène-là. Quel est ton homme ou femme politicien préféré que tu admires peut-être? Bien là, j'ai une nouvelle admiration. J'ai un nouveau petit kick politique pour la ministre Yvon, avec qui on a eu quelques petits échanges sur Twitter, que je trouve humaine, que je trouve sensée, que je trouve curieuse face au dossier, au gros dossier. Là, on parle le dossier des gens en fin de vie, ouais. là, le choix à mettre fin à ses jours. Bien, là-dessus, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, puis je trouve qu'elle le fait sensiblement, mais elle le fait intelligemment. Puis je trouve qu'elle s'exprime très, très bien, puis qu'on voit qu'elle prend ça à cœur, puis c'est pas du superficiel. Puis je sens pas dans son discours « vous êtes mieux ou je suis mieux d'être en poste dans 4 ans ». Tu sais, je vois pas comme son long terme. Je vois vraiment qu'elle le fait maintenant. Ouais. Exactement. Un peu comme dans le monde de l'humour, il n'y a pas assez de femmes en politique. Bien, il n'y a pas assez de femmes-femmes. Moi, ce que je déplore souvent, autant en politique, dans tous les milieux, à vrai dire, c'est que quand les femmes arrivent à un certain niveau, c'est comme si elles devenaient un peu des hommes. C'est vrai. Moi, je suis très fille de Caleb, je suis très pastorale. Moi, je crois en l'amour, je suis une distributrice de bonheur pour tout le monde. Puis je ne vais pas déroger à ça. J'assume complètement. Vous me traiterez de momoune, de n'importe quoi, mais moi, je suis une femme avec une réalité de femme. Je suis une mère de famille. Je suis obèse. Je suis humoriste. Non, mais c'est quand même beaucoup dans le même panier. Mais je reste une femme, puis je veux pas devenir un homme parce que je fais un métier de gars, entre guillemets. Puis je déplore ça un peu. Oui. Mais en même temps, le public a beaucoup à voir là-dedans, parce que Mme Marois, aussitôt qu'elle se déplace, on entend parler de ses vestons, de ses foulards puis de ses broches. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Mme Marois? Est-ce que vous l'écoutez? Je ne l'écoute pas. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans Puis on garde une méfiance envers les femmes en politique que je comprends pas. Parce que, je veux dire, dans le fond, quand on regarde la corruption, les fraudes et tout ça, c'est la majorité des hommes qui l'ont fait. Là. Puis quand même, Mme Marois, moi, toute mon admiration, elle a quand même élevé une famille de 4 enfants, pendant qu'elle faisait de la politique. Absolument. Donc, chapeau, là, tu sais, je pense que le fait d'être mère de famille enlève pas du tonus, là, même que ça peut nous rapprocher de ce que vivent les gens. Bien, c'est parce qu'on vit avec quelque chose de différent, je pense. En tout cas, à une certaine réalité. Moi, j'adore les hommes en politique, j'adore les femmes en politique. J'adore qu'on garde notre genre. Si tu es une femme, fais-le en femme avec... Tu peux être un homme puis avoir une belle sensibilité aussi. Sauf que moi, j'aime les gens qui restent ce qui sont C'est important, les deux pôles. Hommes, femmes, c'est très important. Ben oui, c'est complémentaire, ça. Parlons du trash sur le net. Ah oui, le trash sur le net, bien, c'est suite à toutes ces histoires qu'on a vues sur le web. Toi, tu parles particulièrement de l'affaire Gabrois à ce moment-là? Oui, je ne le connaissais pas, ce gorlot-là. Je suis allée le voir sur Internet. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est plate. C'est même pas... c'est même pas drôle. C'est pas drôle, mais tu sais, je comprends les gens qui disent qu'on s'offense à rien. C'est vrai qu'on s'offense avec des riens, des fois. Moi, toutes ces histoires de... Moi, quand il est question de viol puis d'affaires de même, pour moi, c'est non. Ben, c'est juste non. Parce que ça c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est misogyne. C'est une agression, en plus. Moi, la misogynie, là, ça m'énerve. Autant je veux que les femmes restent des femmes, reste un homme, mais un bon homme, un bon gars, là, tu sais. Fait que moi, le trash sur le net, j'ai été victime j'ai fermé un compte Facebook il y a quelques temps parce qu'il y a un beau tata qui distribuait les photos de mes enfants puis avec des commentaires pas très gentils. Donc, j'ai fermé le compte Facebook, j'ai ouvert un nouveau compte. Vous êtes les bienvenus, mais, tu sais, je suis plus vigilante, je te dirais, avec les trucs du net. Puis moi, la méchanceté, c'est un gros non. C'est simple comme ça, là. Si tu fais là-dedans, ben tu peux le faire, mais moi, ça m'intéresse pas. Mais tu viens quand même de l'école qui a donné Mike Ward. Aussi, mais... Est-ce que vous vous êtes pognés pendant... Non. J'adore Mike. Mike, c'est un gars, c'est un doux. Mike, c'est un sweet, c'est un bon gars. Moi, ce que j'aime de l'humour de Mike,
c'est que Mike, s'il fait une erreur ou s'il va trop loin, c'est le premier qui va l'admettre. C'est vrai. OK? Cédric Provencher en est un bel exemple. Exact. Moi, j'aime beaucoup Mike. Même de mon année, c'est le gars avec qui j'avais le plus d'affinité. C'est un gars qui est très sensible, qui est très à l'écoute. Je trouve que c'est une bête de scène. C'est un gars qui a beaucoup d'ambition, qui est allé jouer en Europe, à Londres. Je pense qu'il joue autant en français qu'en anglais. En français qu'en anglais. C'est un anglophone de Québec. Je trouve qu'il a un beau parcours. Donc, moi, je ne suis pas du tout achalée. Je trouve que... Puis en plus, il y a une tribune, puis il est capable de s'exprimer. Quand on fait une émission avec lui, puis on lui demande de s'exprimer, il y a des opinions. Il y a des opinions. Il y a une structure mentale, ce que j'ai pas vu chez certains blogueurs qui font ça juste pour choquer. Ouais. C'est ça qui me... Parlons de la surconsommation, parce que ça fait partie aussi des sujets dont tu veux parler. On est dans une société de surconsommation. On n'a qu'à penser au vendredi fou qu'on vient de vivre, puis le temps des fêtes qui s'en vient. C'est fou ce qui se passe. C'est justement ce vendredi fou-là. Moi, quand j'ai vu deux madames se pogner aux cheveux chez Walmart pour une boîte de Bounce à 3 $ de rabais, je trouve que la surconsommation, ça rend fou. La surconsommation, ça fait juste... Tu veux juste plus. Sais-tu quoi, quand je rentre dans une grande chaîne de magasins là, qui vend un rabais, puis je dirais pas le nom, je vais pas me faire poursuivre, mais il vise entre les lignes. Tu sais, la madame est bien contente. Là. Quand je rentre dans ces magasins-là, je viens angoissé. Parce que je sens les vibes du monde autour. Il y a c'est comme des requins après un morceau de C'est ce que je me dis quand je vais là, parce que j'y vais, parce que tu sais, j'achète des bottes, toutes sortes d'affaires, puis j'ai une famille. Il faut économiser. Moi, j'ai dit, dans ces places-là, tu magasines tout sauf un sourire. Parce que tout le monde a l'air... Mais tu sais, je comprends, là, moi, je suis la première à vouloir profiter des spéciaux, pour que mes enfants soient au chaud, puis aller acheter des combines, puis toutes sortes d'affaires. Sauf que c'est dans le minding, c'est dans la ligne de pensée de la surconsommation. Je trouve que c'est triste. Je trouve qu'on s'oublie. Je trouve qu'on dirait qu'on s'achète une vie. Oui, puis ça gèle quelque chose, la surconsommation. Il y a des acheteurs compulsifs aussi. C'est une autre sorte de dépendance, le crédit. Moi, j'ai plus de carte de crédit. T'étais pas bonne avec ça, quoi? Bien, c'est du coup, moi, il y a une certaine époque où j'ai fait beaucoup d'argent. Hein? J'étais à la télévision à tous les jours. Puis quand tu fais beaucoup d'argent, je me suis rendu compte que tu dépensais beaucoup d'argent. Plus t'en as, plus t'en dépenses. Puis là, je me suis ramassée avec une belle dette de crédit que j'ai remis, mais que, aïe, j'ai fait... Moi, je ne veux pas de carte. C'est la première fois de ma vie que j'avais une carte de crédit et j'en ai plus. Éventuellement, j'en aurai une autre. Mais j'ai pas eu une bonne expérience. Puis c'est à moi de devenir une consommatrice mature dans tout ça, là, tu sais. Mylène Paquette, la navigatrice qui a fait 2700 000 marins entre le Canada et la France. Quelle femme extraordinaire en chaloupe, écoute. Je la trouve belle. Là, puis plus... Non seulement je la trouve belle, mais je la trouve simple. Ouais. Je trouve qu'elle a une humilité. Puis moi, ce que je trouve remarquable dans ce qu'elle a accompli, parce que l'Everest, là, tout le monde a son propre Everest, OK? Moi, j'élève 2 enfants handicapés. C'est mon Everest à moi. J'ai pas besoin de traverser l'Atlantique. Sauf que je vais pas dénigrer quelqu'un qui le fait. Parce qu'elle le fait, elle l'a bien fait. Puis ce que je trouve remarquable dans notre monde, c'est que quand elle s'est présentée aux médias avant de partir, personne n'en voulait. Tout le monde faisait, mais voyons, elle le fera pas, tout ça. Puis elle a réussi. Puis maintenant, ils sont tous après elle, tu comprends? Puis on dirait que je suis fière d'elle, puis je suis fière pour elle, puis je trouve qu'elle le fait dignement. Moi, j'ai lu sa lettre à la mère. Ben oui. Oh, faut lire ça. Très beau. Mylène Paquette, je pense que c'est .com, si je ne me trompe pas. Puis parlons, un dernier sujet, puis écoute, on pourra en parler une demi-heure, toi puis moi, mais c'est la structure sociale qui fait dur. En ce moment, c'est drôle, hein? Il y a de plus en plus de gens pour s'occuper du monde, puis en même temps, la machine marche de moins en moins. Je comprends pas. Pas huilé la machine. Moi, évidemment, je parle personnellement parce que... En plus, avec tes enfants autistes. Mes 2 enfants sont autistes, puis en ce moment, ça fait exactement 4 ans qu'on est sur des listes d'attente en tout genre. Puis quand je parle pour moi, je sais que je parle pour des milliers de parents qui vivent la même chose, qui sont en attente d'un diagnostic, qui sont en attente. Quand on sait que l'autisme, la stimulation précoce, ça change le parcours d'une vie d'un enfant autiste, mais que tu as des soins seulement qu'à 8 ans, quand il est déjà rendu trop tard, je trouve que la structure sociale fait bien, bien dur. Puis je me sens abandonnée, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés. C'est le bloc de l'émission qui s'appelle « Du jus, s'il vous plaît ». Ce sont 3 moments qui ont changé ta vie et 3 citations qui te définissent en tant que personne.
premier moment dont tu m'as parlé, c'est quand tu étais monitrice dans un camp de vacances à l'âge de 17 ans. Tu en as glissé un petit mot tout à l'heure, mais j'aimerais que tu élabores là-dessus. En quoi ce moment-là a été crucial dans ta vie? Bien, vu que je n'étais pas du tout enlignée sur ce que j'allais faire dans la vie, je savais que j'allais faire quelque chose de bien, mais je ne savais pas quoi exactement. Puis j'avais pas les aptitudes ni en mathématiques, ni en... J'étais pas très appliquée, donc j'étais un peu paresseuse au niveau sciences. Ça m'intéressait, mais je trouvais ça difficile. Bien, à un moment donné, j'ai vu une annonce dans le journal qui disait « Monitrice demandée au camp Bruchésie ». Alors, je me suis présentée à l'entrevue. Moi, j'ai une fille de la ville. Je ne sais même pas faire la différence entre un boulot et une épinette. Là. Avec là, je me ramasse dans la campagne, que c'est ça. Donc, ils m'ont pas engagée comme monitrice tout de suite. Ils m'ont dit, ah, ouais, OK, la petite toutoune, on va la mettre à buanderie. Il me semble qu'elle va être bonne pour plier des draps. J'ai commencé à buanderie. J'accepte mon sort. Et puis, donc, je suis allée plier des draps pendant une semaine. Puis après, il y a une monitrice qui est tombée malade. Donc, ils sont venus me recruter. Là. C'était d'urgence. T'étais la roue de secours, quoi. Exactement. Mais je suis devenue la monitrice la plus populaire du camp de vacances. On avait une petite remise de prix à la fin de l'été, puis j'ai gagné le trophée de meilleure animatrice. Donc, c'est toute ma créativité, chanter des chansons. Enfin, tu avais une tribune pour montrer tous tes talents. Exact. Puis moi, j'aime avoir du plaisir, Boswell. J'aime ça avoir du fun. Puis les enfants, j'avais du fun avec eux, puis on inventait des thématiques, des légendes, tout ça. Fait que j'étais vraiment dans mon élément. Ça a changé ma vie parce que je suis partie d'un milieu urbain où est-ce que j'avais pas contact avec la nature, mais là, pas du tout. Je me suis ramassée sur une paroi d'escalade avec un mousqueton en train de monter sur une roche, puis j'ai le vertige. Donc, ça a vraiment changé ma vie, autant à mes capacités physiques puis toute mon empathie, la connaissance de l'humain. J'ai rencontré 1 million d'enfants dans ma vie. J'en ai vu en tout genre, vraiment. Puis ta confiance en toi aussi. Exact. Ma confiance en moi. Puis le fait que les enfants, quand ils me voyaient, puis quelqu'un disait « c'est elle, ta monitrice », vraiment, la réaction, c'était « ah non, pas la grosse ». C'était tout le temps ça. Mais sais-tu quoi? À la fin de la semaine ou à la fin des 2 semaines, c'était les grosses accolades parce que je les avais conquis. Les enfants, ils voient pas ça, la grosseur. Non, non. C'est la personne. Exact. Puis moi, je leur chantais. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les garçons 11, 12, 13, 14 ans parce que j'ai beaucoup de torque, moi. J'ai une bonne voix, puis j'ai un bon tonus. Donc, je m'occupais des garçons. Puis ils sont drôles, les garçons, hein, même à 11, 12, 13 ans, le soir, dans le dortoir. Vas-tu nous chanter une chanson? Lune. Parce que Lune, c'était mon nom de cap. Ah, OK. Donc, vas-tu nous chanter une berceuse? Fait que je chantais des berceuses à des grands enfants de 14 ans. Puis, c'est ça, j'ai découvert vraiment toute ma fibre, toute ma créativité. Puis ta fibre maternelle aussi? Maternelle aussi. J'ai tellement vu de genres d'enfants. J'ai tellement vu de genres de parents. Les parents, c'est une race de monstres aussi, là. Oui. Quand on les voyait arriver le dimanche, là, on comprenait pourquoi l'enfant était d'une telle façon, Puis tu regrettes aussi que l'enfant reparte avec des parents comme ça, quelquefois. Des fois, il y en a des bons, mais des fois, il y en a des pas bons. Aussi, puis on comprend pourquoi, tu sais, il y en a un qui est un petit peu plus fugueur, il y en avait, donc... Parce que c'était des enfants d'un milieu défavorisé? À vrai dire, on avait au camp de Bruchésie, à l'époque, on avait beaucoup d'enfants des services sociaux, mais on avait un fils de diplomate chinois, donc c'était vraiment... C'est ce que je trouvais très enrichissant, c'est de connaître ces enfants-là de toutes les sphères. Moi, j'ai adoré ça. J'ai fait ça l'été, j'ai fait ça l'hiver. Tu aurais dû me voir apprendre à faire du ski de fond. Écoute, monter en canard d'une côte. Je sais, j'ai déjà fouillé en ski de fond, là. Écoute, c'est-tu quelque chose, hein? Tu sais, comme en canard. Quand les 2 skis partent de même, là. Et puis que tu recules. Oui, ou par en arrière, tu comprends pas tout de suite qu'il faut que tu te mettes ton poids là. Fait que mes amis m'attendaient en haut de la côte en fumant une cigarette. Tu vois, Jean, j'étais tellement lente. Puis tu as une autodérision extraordinaire aussi. Bien, ça fait partie de... C'est quand je te dis le cadeau que j'ai reçu. Puis je me rabaisse jamais. Tu sais, je dénigre pas ce que je suis. Au contraire, ça peut faire rire, ça peut... Mais je sais quand arrêter. Je sais où la ligne. Diagnostic d'autisme de Clovis en 2005 puis de ton fils Léo en 2011. Tu as 2 enfants autistes. Oui, mon plus jeune. Ça a changé ta vie, bien sûr. Bien, sais-tu quoi, je te raconte? On parle du camp Bruchésie, mais quand j'étais au camp Bruchésie, j'avais 17 ans, je me rappelle, là, comme si c'était hier. J'étais en train d'éplucher des clémentines pour mon groupe sur le bord du lac. Puis on avait le camp Emergo qui était résident sur le camp, qui est un camp qui accueille des enfants autistes. Okay. Puis j'ai vu descendre comme 10 autistes de 14, 15, 16 ans qui faisaient du bruit puis qui écoutent. Puis je me rappelle de m'être dit à ce moment-là, « Oh my God, ça doit être épouvantable d'avoir des enfants comme ça. »
C'est drôle, hein? Puis t'en as 2 aujourd'hui. Puis j'en ai 2 aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, quand on dit c'est comme le destin. C'est ça. Mais ça a changé ma vie, oui, mais je te dirais que ça m'a beaucoup grandé aussi. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup dans son sac à dos, qui avait pas, tu sais, les responsabilités, puis tout ça. Tu sais, j'étais phonée bonnée. Donc, tu sais, je partais d'une place, j'allais travailler à l'autre. Puis mes enfants, ça a vraiment fait en sorte que parce qu'un autiste, ça lui prend une discipline, ça lui prend une routine même. Nous autres, on fonctionne par séquence. Moi, j'ai un fils autiste, Clovis, un autiste qui est non-verbal. Donc, il va répéter des choses, mais c'est parce qu'il l'a appris. Quand tu dis non-verbal, c'est qu'il n'y a pas de communication verbale avec toi? Bien, il dit des mots, sauf que les fils du langage dans son cerveau ne sont pas connectés. Donc, il ne va jamais faire une phrase de son propre chef. T'sais, jamais il va venir me voir puis me dire « Hey, maman, ça va bien, j'ai passé une belle journée à l'école aujourd'hui. » Cette séquence-là n'arrive pas. Non, parce que c'est trop abstrait pour lui, cette séquence-là. À l'école, on lui a appris à faire des demandes parlées. Donc, s'il veut de l'eau, il vient me voir, puis il parle comme un robot. Il dit « Je veux de l'eau ». Mais c'est parce qu'il l'a appris. Okay. Parce que pour lui, le langage, ça fait aucun sens. C'est pas l'émotion qui dicte la phrase. Oh mon Dieu, non. Non. Pourtant, c'est un enfant qui est très colleux, c'est un enfant qui est très bécoteux, tout ça, mais le langage, pour lui, ça veut rien dire. Il faut que tu sois très attentif à un enfant comme ça. Ah, c'est du 24 heures sur 24, ça. C'est des enfants qui n'ont pas la notion du danger, qui n'ont pas la notion de si je m'en vais dans la rue, il y a un auto qui s'en vient vite. Donc, c'est du 24 heures sur 24. Tu dois vivre une inquiétude constante, non? Bien, à vrai dire, le fait que Clovis, entre autres, parce que Léo, c'est un autre genre. Là, Léo, il est très fonctionnel. C'est un autiste de haut niveau qui s'exprime verbalement, qui est dans une classe spécialisée. Quand tu dis haut niveau, c'est parce que j'ai l'impression que c'est grave au niveau. Puis c'est pas ça que ça veut dire. Non, à vrai dire, haut niveau, ça veut dire sans déficience intellectuelle. Donc, mes 2 garçons sont dans le même spectre des troubles envahissants du développement. Oui. L'autisme, c'est un spectre des troubles envahissants du développement. Mais là, ça va tout changer là, parce qu'il y en a tellement. Oui, c'est ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les 2 sont autistes dans le même spectre. Ils ont les mêmes rigidités, des rigidités alimentaires, des rigidités du sommeil, des fixations. Tu sais, Léo, il aime les Legos. Mais il aime vraiment les Legos. Léo appelle à la compagnie Lego 1 fois par mois à Toronto. Mon fils est bilingue. « Hi, my name is Leo from Montreal. Yeah! » Là, je vais vous dire en français. Puis là, il leur dit qu'un tel ou un tel modèle, la pièce, c'est pas la bonne. Exact, parce que c'est un spécialiste, il est capable de monter un Lego en 1 heure avec le plan. Donc, c'est des enfants brillants, ils sont très drôles. Mais c'est sûr qu'un diagnostic, là, ça change une vie parce qu'il faut que tu fasses un deuil. De l'enfant normal. Normal, entre guillemets. Il faut que tu fasses un deuil de comment dire, c'est toute la structure sociale là, dont je te parlais tantôt. Mais est-ce que ça veut dire que ces 2 enfants-là, tu les auras toujours? Oui, bien, Clovis, oui. Le plus jeune... Ils ne pourront pas partir de la maison? Non, Clovis, c'est sûr que lui, il ne sera jamais autonome parce que Clovis, il est très dans sa bulle. Il comprend toutes les consignes, il va chercher tes chaussures. Mais si je lui dis « c'est Noël », ça ne veut rien dire pour lui, Noël. Aucune compréhension des conventions sociales, tu sais, se fouiller dans le nez. Lui, ça l'a aucun... C'est comme si tu te réveillais le matin, Éric, et puis ton enfant parlait mandarin. Ton enfant ne parle pas la même langue que toi. Donc, il faut que tu te trouves un terrain de communication. Tu y vas avec quoi? Les émotions? Bien, à vrai dire, on a beaucoup travaillé avec Clovis avec des pictogrammes. Les pictogrammes, c'est des images qui correspondent, comme par exemple, à « je veux aller à la toilette »,« je veux du popcorn »,« je veux aller au lit »,« je veux prendre un bain ». On a beaucoup travaillé avec ça avant qu'il soit capable de faire des demandes parlées. Puis on a parlé en signes. Encore, fini, bonjour. Tu sais, c'est tout un apprentissage. C'est ça? Oui, mais on n'en connaît seulement que 5. Quelques-uns. Ouais. Ça va faire de toi, donc, quelqu'un qui aura toujours un de ses 2 enfants à la maison. C'est sûr. Clovis, c'est sûr et certain que... Quand je te dis ça, c'est parce que je pense à Sophie Préjean. Oui. Qui me dit, moi, je vais être Janine Suto plus tard. C'est sûr. Sais-tu un peu ça, toi? Ben oui. Moi, je veux qu'on se parte une coop. À la gang, Sophie, puis d'autres parents. C'est vrai, t'as raison. On est tellement nombreux. Puis moi, mon rêve, ce serait vraiment d'avoir une coopérative d'habitation avec des parents. Puis tu sais qu'on n'a pas besoin de toujours expliquer pourquoi nos enfants s'auto-stimulent, pourquoi nos enfants font du flapping ou ils crient. Tu sais, des gens qui comprennent. Moi, c'est vraiment mon rêve. Tu vas écrire un livre, d'ailleurs, là-dessus. Oui, t'es dedans, là? Oui, je remets ma première version la semaine prochaine. Ça te fait quoi d'écrire ça? Parce que c'est sûr, quand on le vit, c'est une autre chose. Mais là, quand on s'arrête pour l'écrire... Écoute, j'ai revu
vécu des affaires que je passais. C'est très libérateur, écrire. C'est très intime aussi. Je pensais que ça allait être super facile. C'est un exercice de discipline aussi. C'est un exercice d'ouverture. J'ai beaucoup pleuré. On n'est pas toujours parfait là-dedans. Non, puis je suis la première à le dire qu'avec mon fils Léo, ça a été très difficile parce que comme il a eu son diagnostic seulement qu'à l'âge de 12 ans, toute sa vie, là, on savait qu'il y avait quelque chose, mais vu qu'il est très verbal, c'est difficile à diagnostiquer. Donc, c'est pénible quand tu t'entends pas bien avec ton propre enfant. C'est difficile de vivre ça. Je pense juste... En fait, j'imagine que tu imaginais qu'il y avait quelque chose, mais tu savais pas quoi. Mais je l'ai toujours su. C'est juste qu'on passait d'une évaluation à l'autre, puis il arrivait toujours à 12 ans? Ouais. Sans arriver avec un diagnostic? Je te dis, c'est fou, mais je ne suis pas la seule. Nous sommes des milliers dans ce cas-là. Parle-moi de ton ours. Tu t'es marié avec lui le 29 septembre 2012. Oui. Ça a l'air d'un sacré bon gars. C'est mon homme à moi. C'est mon ours. On s'est trouvés. On s'est rencontrés il y a 15 ans, imagine-toi donc. Je m'en rappelais pas pantoute. J'étais avec Cathy Gauthier. Vous connaissiez il y a 15 ans? Bien, écoute ça, Cathy Gauthier et moi, on était dans une file d'attente au Club Soda pour aller voir un show d'humour. Puis Steve est d'Abitibi. Cathy est d'Abitibi. Ils travaillaient ensemble dans un restaurant. Puis Steve est passé, c'est son nom. Steve est passé, puis Cathy me dit « Hey, je vais te présenter mon ami Steve. » Puis elle me l'a présenté 2 minutes, là. Puis après ça, on s'est pas revus pendant 15 ans. Puis il m'a retrouvé sur Facebook parce que lui me voyait à la télévision, puis il avait aimé mon énergie. Ça l'avait frappé comment j'étais... Il y avait un méchant kick, faut croire. Toi, t'avais-tu un kick sur lui quand tu je m'en rappelle pas pendant. Non, mais ensuite, quand vous vous êtes revus... Non. Bien, je sortais d'une relation, disons, difficile où est-ce que mon ex et moi, on s'était laissés justement parce qu'avec les enfants, c'était difficile. Puis je comprends, c'est pas n'importe qui veut s'embarquer dans ce cas-là. C'est dur sur un couple quand on a des enfants. Bien, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Imagine quand tu fais entrer quelqu'un dans ce merveilleux monde de l'autisme-là, c'est pas évident. Parce qu'il non seulement il prend la femme, il prend le vécu, puis il prend les 2 enfants. Puis lui, je veux dire... Je dis toujours qu'il est nouveau dans le milieu de l'autisme. Oui, c'est ça. Bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est très curieux. Mes enfants l'adorent. Lui, il adore mes enfants. Une grosse barbe, en plus. Il a une grosse barbe. Moi, j'aime ça, un homme qui sent l'épinette. Puis c'est mon homme qui sent l'épinette. Il était en fait trouvé. Puis quand on s'est retrouvés, on est allé prendre un café. Ça n'a pas été le coup de foudre, parce que moi, j'étais sur le break. Parce que le premier café qu'on est allé prendre ensemble, j'ai dit, écoute, mon homme, moi, je suis humoriste, je suis au beige, j'ai 2 enfants autistes, j'ai un enfant qui mange du papier. J'ai tout dit. Si tu veux te sauver, tu peux t'en aller maintenant. Puis il est resté. Puis on est allé prendre quelques cafés. Puis quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Puis là, j'ai dit, Guylaine, à 44 ans, ça n'arrivera pas 2 fois. Fait que t'as dit oui. J'ai dit oui. Puis on s'est mariés. Mes enfants étaient là, nos amis, nos familles. C'était super simple. C'était une très belle journée. 3 phrases qui te définissent en quelques instants. Qui choisit prend pire. C'est vrai, ça. Tout le temps. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose... Des fois, quand tu es comédien, des gens s'arrachent un peu les rôles, puis ça. Puis moi, je prends tout le temps la dernière affaire. Parce que qui choisit prend pire. Celui qui nourrit les oiseaux ne manquera jamais à manger. Oui, c'est la générosité. C'est juste ça. J'ai failli sortir mes mangeoires quand j'ai vu ça. Je pense que je vais le faire. Et puis, dernière phrase qui te définit, c'est « j'accepte l'inconfort ». Ça, c'est ma phrase, j'appelle ça ma phrase pantoufle. Ma phrase que, tu sais, des fois, quand tu vis des choses un peu plus difficiles, ben je me ressemble, puis je me dis, Guylaine, accepte l'inconfort. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que la vie, c'est pas juste du bon, puis juste du wow, puis juste du tellement jet set, puis merveilleux. La vie, c'est aussi des fois des moments difficiles, c'est des moments plus tièdes. Puis dans ce temps-là, je dis, Guylaine, accepte l'inconfort. Puis ça fait juste m'aider à me recentrer, puis à me dire, ça va passer. Pour aujourd'hui, c'est ça. C'est tellement facile de faire cette émission-là. Sincèrement, là, ça me prend juste quelqu'un qui aime m'échanger, puis c'est ça que je vis à chaque semaine. Merci, Guylaine, vraiment. Là. Bien, c'est très chaleureux. Moi, je suis en thérapie. Oui. Ça coûte rien. Exact, gratis. On presse le citron, ça s'appelle comme ça, le prochain bloc. Ce sont des questions que je taille sur mesure pour mes invités en partant d'une idée de base. Moi, je suis parti avec le mot « jugement ». Et j'ai été voir le mot « jugement ». Savais-tu qu'il y a 27 synonymes au mot « jugement » ? Non, je savais pas. Il faut dire aussi que le mot « jugement » veut dire différentes choses, là, mais en tout cas, j'ai choisi 10 synonymes avec une question qui se rattache, puis c'est à toi à répondre. OK. Appréciation. Qu'aimes-tu de toi que tu n'aimais pas avant? Bien, vieillir, c'est juste que je le connaissais pas avant. J'aime vieillir, j'aime être plus mature, j'aime être
Vieillir, c'est comme se débarrasser des clichés en plus. C'est comme se donner la permission d'être soi-même. Puis c'est pas que je le savais pas avant, c'est juste que je le connaissais pas avant. Là. C'est un privilège, vieillir, quand on regarde ça. Oui, c'est Parce tellement. que plus on vieillit, plus on voit des gens mourir autour de soi. Ah oui. Puis on se dit, tu sais, qui sommes-nous pour ne pas aimer vieillir? Ou, moi, je trouve que c'est un privilège. Puis je me sens vraiment assis dans moi-même. Tu sais, je me sens groundée. Je me sentais pas comme ça à 20 ans du tout. Non, c'est ça. On se débarrasse des Yvon et des Eva. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'elle va faire? Exactement. Critique, c'est un autre synonyme du mot jugement. La critique forge ou détruit. Toi, ça a été quoi? À vrai dire, j'en ai pas reçu énormément des critiques. Mais même dans ton métier? Parce que ça fait aussi partie du métier. Moi, je pense que c'est formateur, en ce sens. Moi, je prends quand même la peine d'analyser ça vient de qui, quand même. C'est motivé par quoi? C'est motivé par quoi? Moi, je prends pas tout au pied de la lettre. Je prends pas ça... Il y a des choses qui me touchent plus personnellement. Il y a des choses... Mais je viens pas folle avec ça. Moi, je prends ça vraiment, pas superficiellement, mais c'est quand même bien l'opinion de quelqu'un d'autre qui est un humain comme moi. Hein? Puis il y a des critiques qui sont constructives aussi. Oui, tout à fait. Il y a des affaires qu'on n'avait pas remarquées, que quelqu'un peut nous dire. C'est merveilleux, parce que si tu l'as pas vu toi-même... C'est ça. Mais moi, tout ce qui est réducteur, ça, personnel. Je le lis même pas. Ça m'intéresse pas. Affirmation, un autre synonyme du mot jugement. Est-il plus facile de s'affirmer que de se l'affirmer? S'affirmer, définitivement. S'affirmer, c'est être soi-même. S'affirmer, c'est ne pas demander la permission aux autres d'exister. Moi, je ne demande pas la permission à personne. Mais c'est rare que les gens qui ont un surpoids ont cette attitude-là, en fait. C'est pas rarissime, mais c'est plutôt rare. Oui, parce qu'on vit toujours dans le regard des autres. C'est ça. T'sais, on vit dans l'approbation, dans mon Dieu, ce qui va me trouver. Sais-tu quoi? Je suis grosse. Ça peut pas changer. Là. Puis même s'il y a 100 personnes qui me le disent, je le sais déjà, de toute façon. Donc, moi, je ne demande pas la permission aux autres d'exister. Moi, j'existe, je suis là, puis j'existe. C'est pas que c'est pas important ce que les autres pensent, mais vraiment, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, parce que ce que j'ai constaté, c'est que c'est souvent leur propre malaise. C'est un malaise face à eux-mêmes qui essaient de me lancer comme pour s'en débarrasser. Puis moi, je suis pas un bac à recyclage de malaise des autres. Non, c'est ça. S'habiller, c'est pas toujours aisant aussi quand on a des femmes. Je trouve que souvent que les vêtements, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça n'a pas d'allure ce qu'on fait pour les personnes qui ont un surpoids ou qui sont bien... Quand j'étais jeune, c'était horrible. Je m'habillais dans la section hommes sous Zellers. Ah oui? Oui, mais moi... Personnellement, en ce moment, j'ai été très chanceuse parce que j'ai travaillé avec une styliste longtemps à l'émission Les Lionnes qui m'a vraiment aidée à savoir qu'est-ce qui me fait bien. Tu sais, moi, je mettais tout le temps des trucs très, très amples. Puis elle me dit, il faut que tu mettes ça ajusté, tu as une belle tête, un beau port de reine, il faut que tu montes ça. Quand on connaît ses atouts, c'est bien plus facile de bien les habiller. Mais moi, quand je fais des conférences, quand je me présente en public, je suis toujours fière de mon apparence. Préjugés, c'est un autre synonyme de jugement. Qu'est-ce qui est le plus lourd à porter? Les préjugés sur son poids ou son poids soi-même? Les préjugés, c'est sûr que, tu sais, le poids pour la santé, tu sais, moi, je fais du yoga tous les matins, tu sais, ça paraît pas que je fais du yoga. Les gens ont tout de suite ce jugement-là de « Ah, elle doit manger... » Exact, elle doit manger du poulet frit tous les jours. Ça, ce qui est vraiment pas le cas. Je fais du végé pâté maison, on mange bien, on mange des légumes, etc. Moi, j'ai ce qu'on appelle un code génétique où tout le monde est gros dans ma famille. Comme ça dans ta famille. C'est comme ça. Donc, tu sais, je m'en fais pas à outrance. C'est sûr que pour la santé, pour mon foie, moi, j'ai un foie qui est plus fragile. Donc, moi, je mange pas de beurre, je mange pas de friture, je bois pas de soda, de diète ou quoi que ce soit. J'en prends pas. Ça paraît pas. Les gens peuvent pas faire comme « Oh, mon Dieu, ce fille-là est en santé » parce que c'est pas ça que je reflète. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un en santé. Puis tu as fait aussi des défilés de mode. Oui. J'adore ça. Moi, je suis très... J'adore ça que tu aies fait ça, tu vois. Moi, je suis très à l'aise sur... Moi, j'aime que les gens me regardent. Oui. Parce que moi, je trouve que mon corps est beau. Je trouve que je suis une belle fille, je suis une belle femme, je deviens une très belle femme, puis j'ai pas honte du tout, puis j'aime le regard que les gens ont sur moi. Il y a comme une espèce d'admiration ou de quelque chose de plaisir par procuration, dans le sens où « Oh mon Dieu, moi, je ferais jamais ça », puis elle, la maudite folle, elle le fait. C'est ça. Tu sais, au Lyon, je me suis déjà déguisée en Madonna, où je suis en espèce de bobette avec un bas filet, puis le chapeau de forme blanc, puis je danse. Puis écoute, j'adore ça parce que, sans être provocante,
moi, je suis ce que je suis, puis je vais pas me cacher. Non, c'est ça. Moi, je m'affiche, je me montre. Il y a des hommes qui aiment les rondeurs ou Tellement. même des femmes qui aiment les Tellement. hommes plus Si tu ronds. savais le nombre de gars qui m'ont dit « Oh mon Dieu, je pensais jamais triper sur une grosse. » Ou « Oh mon Dieu, j'ai jamais trouvé une femme ronde, mais toi, je te... » Moi, je sais que... Puis je sais que la personnalité, c'est ce qu'il y a de fait plus pour beaucoup. important. Absolument. Si tu habites ton corps, ça change vraiment la donne. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi les mannequins qu'on voit sur lorsqu'elles défilent, elles ont l'air si bêtes, tu sais. Parce qu'elle mange pas. Ils sont... C'est ça. Mange puis souris un peu. Un bon là. pâté chinois avec du C'est ça. ketchup maison, hein. Ça fait un job. Condamnation, c'est un autre mot qui découle du mot jugement. Qu'est-ce que l'on condamne pas assez dans notre société? Le manque de rigueur, le manque de conséquences. Je pense que quand quelqu'un dit quelque chose, tu dois le faire. Si tu t'engages à faire quelque chose, l'engagement. Moi, la conséquence, pour moi, c'est très, très, très important. Si quelqu'un me dit « Ah, je vais le faire », bien, fais-le, s'il te plaît. Moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir les gaspillages d'argent à droite et à gauche et que les gens sont jamais imputables de ça. Non. Hey, attends. Non. C'est notre argent, là. T'sais, moi, c'est rigueur, Ouais. conséquence, responsabilité. Moi, je suis responsable. Je suis responsable de 2 enfants. Je le fais de mon mieux. Sauf que les gens promettent de l'aide, puis cette aide-là n'arrive pas. Je trouve que ça manque de conséquences. Raison. As-tu déjà perdu la raison? Non, je ne pense pas avoir déjà perdu la raison. J'ai eu une période plus creuse de ma vie où j'ai fait une dépression nerveuse à l'âge de 20 ans, un dérèglement hormonal diagnostiqué. Donc, moi, je ne connaissais pas ça. J'étais une fille pleine de joie de vivre, puis à un moment donné, c'était plus ça. Alors, moi, je me suis perdue. Mais j'ai lu beaucoup, ça m'a permis beaucoup de me recentrer, puis ça a coupé ma vie en 2. Ça a vraiment fait avant puis après. Puis maintenant, je suis vraiment pleine de gratitude d'être passée au travers de ça pour savoir ce que c'est. Puis tu as le bonheur en toi maintenant. On le Exact. sent, clairement. Il était là avant, c'est juste qu'il s'était égaré à ce moment-là. Il était dans un coin. Exact. Quelque part. Pensée. La pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. Quelle sorte d'échange as-tu avec toi-même? Toujours positif. Moi, je me parle avec douceur. Je me traite jamais de nounoune, je me traite jamais de conne, je me traite jamais de pas bonne. Mon discours intérieur, c'est que moi, je vaux une mine d'or. Moi, c'est toujours ça que je me dis. Josée a dit, moi, je suis un cadeau pour quelqu'un. C'est beau, hein, quand on se dit ça. Exact. Sentiment. Quel sentiment t'habite le plus? L'amour, la bonté, la générosité. Pour moi, c'est la chaleur humaine. Moi, pour me sentir vivante, ça prend de la chaleur. Voix. Quel est le plus beau mot d'un enfant différent? Bien, c'est drôle parce que mon fils, c'était son anniversaire la semaine dernière, puis quand son père a appelé, mon fils qui est non-verbal, il a juste pris le téléphone, il a fait « Allô ». Pour moi, c'est juste « Allô », mais ça veut dire qu'il comprend les contextes dans lesquels on vit, puis il vit avec nous. Des petites victoires comme exact. ça. Dernière question. Vue. Comment vois-tu l'avenir de Léo et Clovis? Bien, avec nous, je vois ça très familial. On aura une grande maison, puis on deviendra famille d'accueil, puis on aimera plus d'enfants, parce que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Ce bloc-là s'appelle, et c'est le dernier, Bon jusqu'à la dernière goutte. Tu te souviens de l'annonce à la télévision? Ben oui. C'était quoi? C'était-tu Ricardo Montalban avec le café? Si, c'était le café. C'est ça. Moi, j'adore le café en plus. J'aime ça. Ah oui, t'aimes Moi, ça? j'en bois 10 par jour. Je capote. T'es une caféinomane. Ah, j'adore ça. Pour moi, ça veut dire la pause, ça veut dire le travail. Quand j'écris, je bois du café. Le café, pour moi, c'est vital. Bon, bien, dans les choses, et tu dois en boire beaucoup, parce que écrire, ça prend de la stimulation. Tu es dans l'écriture de ton livre, justement, qui parle de ton expérience avec des enfants autistes, tes enfants. Oui, c'est un récit sur mon parcours d'enfants différents que j'écris. Là, je suis en train de reviser mes chapitres. J'offre ma première version la semaine prochaine. J'ai signé avec Groupe Librex. C'est une aventure que je ne pensais pas possible. C'est mon ami Jasmin Roy qui m'a mis en communication avec les filles de chez Groupe Librex. Je leur ai répondu un 50 pages essai. Puis elles ont trippé sur moi. Que veux-tu? Mon charisme encore. Mais j'ai une bonne plume, j'ai une belle plume. Puis vraiment, je trouve que c'est extraordinaire. Puis je sais que qu'écrire ce livre-là, ça va changer ma vie.
Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je m'assois, j'écris, je sais que ça va. Je vais aller dans des salons du livre, je vais rencontrer des parents comme moi. Pour moi, c'est de l'éducation populaire. En plus, c'est drôle, c'est touchant. Puis il y en a tellement de plus en plus d'enfants autistes. Il me semble que quand on était jeune, il n'y en avait pas tant que ça. À vrai dire, c'était pas diagnostiqué. Maintenant, les diagnostics sont faits. Ça fait juste 20 ans qu'il y a des diagnostics d'autisme ici au Québec. Donc de là, l'accroissement. Exact, tout à fait. T'es Margot Tétrault, la Minute à Margot, j'ai regardé ça sur le web. L'émission, c'est Brigade Animaux. Oui, c'est Brigade Animaux. Parlons de cette émission-là. C'est formidable. Moi, le producteur m'a appelé l'année dernière. Là, on a fait la saison 1. La saison 2 est en ondes à partir de décembre, les samedis matins, 9h15 à Radio-Canada. Brigade Animaux, c'est une émission avec le beau vétérinaire, Monsieur Sébastien. Et il y a des enfants qui l'accompagnent, puis c'est sur le monde animal. Puis moi, on m'a demandé de créer un personnage, puis qui était une espèce d'exploratrice, mais mon mandat était très, très large. Moi, je suis très fière de ce projet-là parce que j'écris les textes, je les joue, et puis j'ai vraiment inventé Margot de toutes pièces. C'est une belle folle, c'est une exploratrice. Elle l'a pas pantoute avec les animaux. C'est un humour qui est très absurde, qui est très burlesque, qui est très slapstick, qui est très physique. La Margot, elle fait un split, elle se garoche, elle fait du... Donc, pour moi, ça démontre que tu peux... Puis je trouve que c'est un beau... pour les enfants, de voir un modèle différent. C'est vrai. Donc, puis ma Margot va être un petit bonhomme Ils sont en train de faire un jeu vidéo interactif qui va être sur la zone jeunesse de Radio-Canada. Donc, moi, je suis très fière. Accomplissement. Je deviens un jeu vidéo et je vais être une application iPhone. Quand même. Donc, c'est mon petit bonhomme, donc je suis très fière. Puis tu t'es inspirée de qui pour la faire, ta Margot? De moi. C'est vraiment moi, mais flyé. C'est à chaque fois que je présente mes textes à la réalisatrice, là, on a tourné 52 cette année, là, puis elle dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fumé? Qu'est-ce que tu as bu pour faire ça? Puis c'est vrai parce que c'est vraiment toute la... Moi, j'adore l'humour absurde, puis il n'y a pas énormément de filles qui font de l'humour absurde. C'est vrai. Puis moi, je suis très absurde, puis je suis très flyée. Puis les enfants aiment ça parce que, justement, c'est souvent, en vieillissant, on devient trop intellectuel, on est moins dans l'émotion. C'est pas cartésien pantoute. Là, tu sais, Margot, elle devient un chevreuil ou elle s'en va dans un mariage de crapaud. Tu sais, il n'y a rien de concret. Là. Fait que ça, c'est donc le samedi à 9h15 à Radio-Canada. Ouais. Conférence, t'es hot en 2014. Tu fais des conférences. Tu as commencé à en faire, je pense. Oui, j'ai signé avec l'agence de conférencière Formax. Formax avec Guy Bourgeois, c'est ça? Exact, c'est Guy Bourgeois que j'ai rencontré. Ça a cliqué, il a trippé sur moi, mon charisme, encore une fois. Encore, tout le temps. Puis, mais il y a 6 mois, tu m'aurais dit que je faisais des conférences. J'aurais fait, j'ai jamais fait ça. Puis maintenant, j'adore ça. Je rencontre des gens. Puis on fait une tournée en 2014 qui s'appelle... Les dimanches qui font du bien. Exact, les dimanches qui font du bien. On joue dans 10 villes. Dans des salles de cinéma, de 10h à midi. Donc, il n'y a pas de représentation le matin. Donc, on va faire nos conférences là. C'est 1 heure de conférence. Moi, ma conférence s'appelle « Vous êtes hot ». Parce que moi, je me trouve hot. Je me suis toujours trouvée hot. Puis je donne des petits points de repère aux gens pour trouver leur hot. Pour les différents noms de conférenciers, les dates et les endroits, les villes, là, c'est les dimanchesquifondubien.com. Tu es blogueuse, aime ton mot. Oui, on travaille là-dessus. J'ai pas vu ton blog encore, donc tu es en train de le On est en train de le travailler parce que là, à cause du livre, parce que je veux pas faire 1000 affaires puis ne pas les faire bien. Raison. Moi, donc, ça s'appelle « Aime ton mot ». C'est célébration et acceptation du corps sous toutes ses formes. Porte-parole depuis 1 an de la Fondation Autisme Montréal. Ils ont trouvé une excellente porte-parole. Je vais dire à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire à l'émission, vous savez que vous pouvez nous rejoindre de différentes façons, entre autres par courriel, c'est info@tvrl.ca. Sinon, il y a la page Facebook de l'émission et je termine toujours mes émissions avec une citation. Celle-là, je l'ai choisie pour toi. Elle est de l'écrivain Oscar Wilde qui avait dit « S'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Étant donné un exemple extraordinaire. Guylaine, merci infiniment. Merci à toi, Éric. C'est gentil. Vraiment. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.